Bonsoir et bienvenue sur i24 News. Merci de votre fidélité à notre chaîne. C'est l'heure de votre journal du sport. Le programme est chargé. Vous allez voir, on va parler vélo, football, Formule 1. Bref, tous les sports que vous aimez. Allez, on démarre tout de suite. Trois semaines de paysages magnifiques pour les spectateurs, 3 semaines de souffrance pour les coureurs. Le Tour de France, c'est fini. Une arrivée comme de coutume sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, accueillie sous la pluie les rescapés de la course. Et parmi tous ces héros, le vainqueur Chris Froome qui s'est adjugé son 2e Tour de France pour le plus grand bonheur de son équipe et de tout le peuple britannique. Regardez. Chris Froome est entré dans le panthéon du cyclisme de manière fracassante. Dimanche dernier à Paris, il est devenu le premier Britannique à remporter 2 fois le Tour de France après son premier succès en 2013. Avec 3354 km de course, c'est l'équipe Sky tout entière, épuisée mais ravie, qui a célébré la victoire de son leader avec un beau sourire sur la ligne d'arrivée. Je remercie tous les Français pour accueillir cette superbe course. C'est aussi grâce à vous que le Tour est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le coureur de 30 ans est arrivé en tête du classement général avec 1 minute 12 d'avance sur le jeune Colombien Nairo Quintana. Sur les Champs-Élysées, et malgré le très mauvais temps, les fans de Froome étaient nombreux à célébrer sa nouvelle victoire. C'est génial, génial pour la Grande-Bretagne et génial pour Chris Froome. Malgré les polémiques et suspicions sur les performances extraordinaires, Froome est devenu un géant aux côtés de son équipe. La Sky Team domine outrageusement le cyclisme mondial et a remporté 3 des 4 derniers Tours de France. Le maillot jaune est spécial. Le maillot jaune, c'est spécial, c'est très spécial. Je comprends la portée historique, je vais toujours le respecter, ne jamais le déshonorer, je serai toujours fier de l'avoir gagné. Merci beaucoup. Thank you very much. Avec ces 2 victoires, Froome apporte beaucoup de fierté à son pays et pourrait prochainement être anobli. C'est un récit de Mathieu Tobman. Ouverture à Berlin, en Allemagne, des Maccabiades, ces Jeux Olympiques auxquels participent des athlètes juifs venus du monde entier. Le symbole de la cérémonie d'ouverture, eh bien, ça s'est passé dans le stade des Jeux Olympiques du régime nazi de 1936. C'est évidemment l'image forte de cette manifestation. Le reportage tout de suite de notre envoyé spécial sur place, Mathias Sinbar. Bienvenue à la maison. C'est ainsi que les organisateurs des Maccabiades européennes ont lancé la cérémonie officielle. 79 ans plus tôt, l'organisation Maccabi fuyait sous le joug de l'Allemagne nazie pour Londres. Cette compétition regroupant des athlètes de communautés juives dans le monde et des Israéliens de toute confession était cette année marquée sous les signes de la tolérance. Sur scène, Adel Tawil, musicien allemand d'origine égypto-tunisienne, en duo avec le chanteur juif américain Mattis Yaou. Sous celui du souvenir, en témoigne cette flamme emmenée par des bikers d'Israël en passant par le camp d'Auschwitz et qui reviennent à Berlin, plus de 74 ans plus tard, après avoir quitté la ville allemande en 1931. Une flamme déposée par la fille d'un athlète juif non autorisé à participer aux Jeux Olympiques d'été de 1936 à Berlin. Ces Jeux marquent également, à travers les hymnes des 2 pays, le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Israël et l'Allemagne. Au cœur du complexe du stade olympique de Berlin, l'antre d'Adolf Hitler en 1936, un poids du passé que ne partagent pas toujours les Berlinois. C'est très important pour les Allemands d'organiser un tel événement. Mais le passé appartient au passé. Je suis né en 1970. Ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale est terminé. Et même s'il est important pour les Allemands et pour nous, les Berlinois, d'accueillir nos invités israéliens et juifs, le symbole s'arrête là. Au cœur de la compétition, les athlètes préfèrent retenir l'émotion autour des lieux, mais regardent aussi vers l'avenir. La relation entre le passé et le présent est incroyable. Le fait qu'il y ait eu tant d'antisémitisme et de guerre ici, c'est incroyable, on ne le ressent plus. On pourrait être à Londres, n'importe où dans le monde, je me sens en sécurité. On ne doit pas oublier le passé, en aucun cas, mais il faut avancer, toujours se souvenir d'où l'on vient et se souvenir de ne pas y retourner. De l'émotion, certes, sans oublier l'enjeu de ces Maccabiades.
2000 athlètes de 36 pays qui se rencontrent autour de 19 disciplines. Football bien sûr, badminton, tennis de table, escrime ou encore la natation. Après le spectacle, place donc au sport et les compétitions ont commencé ici à Berlin pour ces Maccabiades européennes et ces athlètes de se jeter littéralement à l'eau. Et on passe au football maintenant avec la Coupe du Monde 2018. Les équipes de toutes les confédérations à travers le monde attendaient avec impatience de connaître leurs adversaires pour les matchs de qualification. La phase finale se déroulera en Russie, vous le savez, c'est donc sous la supervision de Vladimir Poutine et de Sepp Blatter qu'ont eu lieu les tirages au sort à Saint-Pétersbourg. Et on peut dire que les fans vont être gâtés avec déjà des rencontres de très haut niveau. Je propose tout de suite de découvrir ensemble les plus belles affiches de cette qualification. C'est parti pour la Coupe du Monde 2018. 5 confédérations, Afrique, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, Amérique du Sud, Océanie et Europe. La Russie est encore loin pour les 141 équipes qui attendaient de connaître leur avenir au tirage au sort samedi dernier à Saint-Pétersbourg sous la supervision de Sepp Blatter. Nous nous attendons à une superbe Coupe du Monde pour le jeu, pour la planète et pour la Russie. Des tirages au sort qui ont réuni près de 95 millions de téléspectateurs, notamment pour suivre la destinée des nations européennes. Et les affiches sont alléchantes. Dans le groupe A, 3 grandes équipes, les Pays-Bas tête de série, la France et la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Sur ces 3 grandes équipes, une seule rejoindra directement la Russie, une autre passera par les barrages et une sera définitivement éliminée. Un énorme défi que Didier Deschamps ne prend pas à la légère. C'est un groupe assez solide, puisque avec les Pays-Bas et la Suède qui font partie des très bonnes nations européennes, être dans un groupe à 6, ça laisse plus de possibilités, mais forcément les phases de qualification sont toujours difficiles. Le groupe F réunit 2 équipes dont la rivalité footballistique est plus que centenaire, l'Écosse et l'Angleterre, qui se sont rencontrés pour la première fois en 1872. Le match contre l'Écosse est intéressant, notamment pour les médias britanniques. C'est une rivalité si vieille. Je crois que c'est la rivalité la plus ancienne parmi les nations du football. Dans le groupe d'Israël se retrouvent l'Italie, vainqueur en 2006, et l'Espagne en 2010. Une route mouvementée pour se rendre en Russie. Pour l'État hébreu, c'est l'occasion de recevoir 2 puissances du football européen. Les matchs de qualification pour le mondial commencent en septembre 2016 et se terminent en novembre 2017. Une course de longue haleine qui, certains l'espèrent, se terminera le 15 juillet 2018 lors de la finale à Moscou. C'était attendu depuis longtemps et c'est fait. Michel Platini a officiellement fait acte de candidature à la présidence de la FIFA. Après avoir été l'un des meilleurs joueurs du monde, le sélectionneur de l'équipe de France, le coprésident du comité d'organisation de la Coupe du Monde en 1998 et le président de l'UEFA depuis 2007, Platini brigue le poste le plus important du football mondial alors que la FIFA est en crise la plus grave de son histoire. Regardez. Il sera candidat le 26 février prochain pour prendre la tête de la FIFA. Platini, un nom devenu presque une marque pour les fans de football du monde entier. Il a su conquérir à 2 reprises les dirigeants européens du football. Il lui reste à conquérir les confédérations et les fédérations mondiales pour devenir le nouvel homme fort de la plus puissante instance du football mondial. En cas de succès, l'actuel président de l'UEFA succéderait donc à Sepp Blatter, président démissionnaire en juin dernier. Dès le début du scandale de corruption qui a frappé la FIFA, Platini prenait la tête du mouvement contestatoire anti-Blatter et depuis le début, il ne mâche pas ses mots. Nous avons suivi, comme vous tous, ou grâce à vous, un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et sincèrement, moi qui aime la FIFA, moi qui ai une grande admiration de l'histoire de la FIFA, moi qui suis cela depuis quelques années, je suis dépité. Aujourd'hui, certains le taclent sur la candidature du Qatar, ou d'autres, comme le prince Ali, critiquent la politique politicienne du football. Mais Michel Platini ne manque pas de soutien, contrairement au moment où il présentait sa candidature à l'UEFA, quand les anti-Platini le taxaient de romantique. Je suis ému. Mais loin d'un doux rêveur,
Le triple ballon d'or s'est imposé à la tête de l'institution européenne en homme d'action. À son compte, l'ouverture de la Ligue des champions aux petites nations ou encore l'instauration d'un fair-play financier pour freiner l'endettement des formations européennes. Autant de mesures qui pourraient être appliquées à l'immense institution FIFA. Un mot de Formule 1 à présent, une semaine après l'enterrement de Jules Bianchi, la compétition a repris en Hongrie, une course évidemment sous le coup de l'émotion et une course qui a redistribué les cartes. Hamilton, le leader du championnat, n'est plus aussi invincible. Sébastien Vettel, le quadruple champion du monde, a lui récupéré toute sa fougue et ça donne une course avec beaucoup de rebondissements. On découvre tout ça en images. Au Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, l'émotion était très présente. L'ensemble des acteurs de Formule 1 ont rendu hommage à Jules Bianchi, qui est mort des suites de son accident en pleine compétition au Grand Prix du Japon en 2014. Sa famille et ses partenaires de piste ont tenu à lui rendre hommage avec une minute de silence avant le départ de la course. Une course très animée. Lewis Hamilton a débuté en pole position après avoir obtenu le meilleur temps aux qualifications. Mais il s'est rapidement fait doubler par ses adversaires et notamment Sébastien Vettel sur le premier virage. Le leader du championnat a très mal débuté la course avec une sortie de route dès le premier tour. Dans son combat pour récupérer son retard, l'Anglais a percuté Ricciardo au tour 29, abîmant le nez de sa voiture, avec un arrêt au stand à la clé. Au final, Hamilton franchit la ligne d'arrivée à une surprenante 6e position, lui qui jusqu'à cette course avait laissé très peu de place à ses concurrents. Et justement, l'un de ses principaux adversaires en a bien profité. Le quadruple champion du monde Sébastien Vettel s'est battu pour accrocher sa 2e victoire de la saison 2015. Nous avons pris un très bon départ, ce qui a été crucial pour le reste de la course. La voiture a été exigeante mais quand même agréable à piloter. Ça a été une belle course. La cadence a été très bonne et encore une fois je tiens grandement à féliciter l'équipe pour tous les efforts fournis depuis vendredi. Malgré la voiture de sécurité, nous avons réussi à nous en sortir, donc c'est vraiment une victoire en équipe. 3e sur le podium, Daniel Ricciardo a lui aussi tenu à rendre hommage à Jules Bianchi. Je suis resté concentré du début à la fin. Je me suis battu avec le cœur et je pense que c'est ce qu'aurait aimé Jules Bianchi. Je tiens à lui dédier cette course. Vettel confirme donc sa 3e position au classement général et se rapproche un peu plus de Rosberg et Hamilton pour la course au titre. Les Israéliens sont des passionnés de basket en Terre Sainte. L'équipe la plus connue est celle, vous le savez, du Maccabi Tel Aviv, quadruple championne d'Europe. Mais si le basket européen est important aux yeux des fans, c'est bien la NBA qui remporte la Palme d'Or. Et justement, une délégation de joueurs présidée par Omri Caspi est venue visiter le pays pour une belle opération de communication. Échange avec les joueurs, entraînement pour les jeunes enfants. Maël Benoliel était sur place. Regardez. Ils ont des étoiles plein les yeux. Une centaine de jeunes basketteurs de Tel Aviv sont en train de réaliser leurs rêves. S'entraîner aux côtés de stars de la NBA. C'est comme un rêve de rencontrer des joueurs NBA et s'entraîner avec eux, c'est encore mieux. C'est un grand plaisir et c'est l'expérience d'une vie. C'est génial de voir ces stars de la NBA. Je suis super fan d'eux. Qu'ils s'appellent DeMarcus Cousins, Chandler Parsons, Iman Shumpert, Caron Butler, Tyreek Evans ou Alan Anderson, qu'ils jouent pour les Sacramento Kings, les Dallas Mavericks, les Cleveland Cavaliers, les Milwaukee Bucks, les New Orleans Pelicans ou les Washington Wizards, ils ont tous répondu à l'appel de l'association d'Omri Caspi, premier joueur israélien à évoluer dans la meilleure ligue de basket au monde. Une association qui a pour but d'améliorer l'image d'Israël dans le monde et de combattre les campagnes de boycott menées par le mouvement pro-palestinien BDS. Je voulais juste venir en Israël avec mes meilleurs amis, qu'ils voient d'où je viens, qu'ils connaissent mon pays. Parce que bien souvent, ils voient Israël à la télé sous un mauvais jour, comme sur CNN en temps de guerre ou d'autres chaînes. Je leur ai dit, venez passer du bon temps avec moi, vous verrez Israël avec vos propres yeux. On va bien s'amuser, vous apprécierez l'expérience. Donc je pense que maintenant, ils seront de bons ambassadeurs de notre pays et c'est le plus important. Réaliser le rêve de ces enfants n'est donc pas le seul objectif de ces joueurs de basket.
Des joueurs qui, pour la plupart, n'avaient jamais mis les pieds en Israël. Connaître Omri et pouvoir jouer avec lui en NBA, c'est déjà super. Mais être ici, voir d'où il vient, partager sa culture et manger toute cette délicieuse nourriture, et voir aussi toute l'histoire de ce pays, c'était très impressionnant. C'est un voyage que je n'oublierai jamais. Ça a été fantastique, voir de ses yeux plutôt que d'en entendre parler. J'ai pris plein de photos pour ma famille et mes amis. Il y a beaucoup de choses à voir et je suis chanceux de les avoir vues. Après 7 jours de découverte en Israël, il est temps de rentrer aux États-Unis pour ses champions. En ligne de mire, la saison NBA 2015-2016 qui commencera au mois d'octobre prochain. Une belle initiative d'Omri Caspi. Voilà, chers amis, c'est déjà la fin de ce journal du sport. Quel plaisir d'avoir passé ce quart d'heure en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'info, c'est maintenant. C'est sur i24 News. Prenez soin de vous.